Et dis donc, Marie, c'est ce soir qu'on a Benjamin Eng qui vient nous parler de sa super échelle de mesure fonctionnelle. Ah La oui, SFP. Non, attends, c'est quoi? attends, c'était la PFPC, PCFS, La PC. PCFS, la SFS-PT? Ah, mais vous n'y êtes pas du tout, les lapins. C'est la PSFS, Patient Specific Functional Scale. Ouf, heureusement que t'es là. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Bonsoir Benjamin, bonsoir Vincent. Bonsoir Marie, bonsoir Ben. Bonsoir tous les deux. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, nous recevons Benjamin Eng, kinésithérapeute dans le sud de la France, qui intervient en IFMK pour parler de la douleur et qui est membre de Kinéfact, qui va aujourd'hui nous présenter une échelle encore peu répandue, qui est utilisable par tous, et j'insiste, pas que les kinésithérapeutes, et qui est vraiment intéressante pour suivre l'évolution des patients. Nous avons donc nommé la PSFS, la Patient Specific Functional Scale. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de cette échelle ? Oui, donc c'est une échelle fonctionnelle qui a été développée par Stratford et ses collaborateurs en 1995 et qui sert donc à évaluer en quelques questions l'atteinte fonctionnelle des patients qu'on reçoit et en même temps d'avoir un bref aperçu de leurs objectifs. Et on sait qu'elle est corrélée avec vachement de données qui nous sont très utiles en soins. À quoi tu penses par exemple ? Je pense à la qualité de vie et à Oui. l'EV, donc l'échelle visuelle analogique de la douleur. D'accord, donc cette échelle, elle permet d'évaluer, donc toi tu parles de fonction, donc ce que les patients sont capables de faire, c'est ça ? Exactement, ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire. D'accord, en quoi elle consiste alors ? Du coup, cette échelle, il s'agit de demander aux patients de choisir 5 activités qui les gênaient pour réaliser à cause du problème pour lequel ils consultent et de déterminer sur une échelle numérique de 11 points, donc ça fait assez ronflant, mais ça veut dire de déterminer de 0 à 10 à quel point il est capable de réaliser cette activité. D'accord, il peut choisir n'importe quelle activité ? Il peut choisir toutes les activités qu'il veut, effectivement. J'ai déjà eu dormir. D'accord. C'est assez original, mais ça peut toujours être utile. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va choisir des choses qui sont importantes pour lui. Ça, c'est assez novateur, non ? Ils sont pas surpris de temps en temps ? Si généralement, quand je leur pose la question au tout début, les patients me regardent avec des grands yeux ronds. Et c'est là où généralement, je suis assez content de leur demander ce qu'ils font au début dans la vie et ce qu'ils pratiquent comme activité de loisir, parce que du coup, ça me permet de leur donner un petit peu des pistes. Donc en fait, Benjamin, tu leur demandes donc de choisir 5 activités parmi celles qu'ils veulent, auxquelles ils pensent, peu importe l'activité, et d'évaluer donc de 0 à 10 à quel point ils sont capables de les réaliser actuellement, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite, du coup, tu en fais quoi ? Du coup, ça te donne jusqu'à 5 notes de 0 à 10 dont tu peux faire la moyenne et avoir un score global de leur fonction. D'accord, tu dis jusqu'à 5, t'es pas obligé d'en mettre 5 ? Non, tu n'es pas obligé d'en mettre 5. J'ai regardé. Globalement, même avec une activité, ça reste relativement correct au niveau clinimétrie. Tu dis que une seule activité, c'est suffisant, c'est une bonne nouvelle parce que souvent, la difficulté que j'ai, c'est d'arriver à 3 activités. Déjà, 3, je trouve que c'est souvent difficilement atteignable. Alors 5, j'ose même pas imaginer. C'est vrai que c'est une difficulté que moi aussi j'ai pu rencontrer, hein. Déjà passer l'étonnement de se demander qu'est-ce qui est important pour moi et puis de se dire bon de toute façon je peux rien faire ou je peux rien faire de ce que je veux. Ensuite c'est vrai que trouver 5 activités, parfois c'est compliqué. Tu les aides un peu ou tu t'arrêtes à ce qu'ils te disent? Généralement, j'essaie de leur faire trouver une activité dont ils ont besoin dans la vie quotidienne, une activité qu'ils veulent réaliser dans la vie quotidienne, une activité en lien avec un de leurs loisirs et une activité en lien avec leur travail. Et du coup, finalement, en décomposant un petit peu comme ça, ils sont facilement plus prolifiques. Ça fait longtemps que tu l'utilises toi cette échelle? Je pense que ça fait 2 ou 3 ans et j'ai bien réfléchi à d'où je pouvais la sortir et j'en sais absolument rien. C'est beau ça. Moi, il me semble que je l'ai découverte dans Cobus, Ouais. l'application de bilan dont on ne fait pas la pub.
On ne fait jamais de pub. C'est possible effectivement que je l'ai trouvé dans Cobus. En tout cas, j'utilise avec Cobus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec Kinefact, on avait fait une petite infographie à ce sujet-là avec Robin. D'accord, mais c'est bien suite à cette infographie qu'on t'a proposé de venir en discuter avec nous ici. Dans le travail sur cette infographie, du coup, toi, t'en as profité pour chercher un peu, de creuser un peu les sources sur le sujet de la PF. Alors, Sur le sujet de la PSFS. Alors, je t'avoue qu'au début, j'ai surtout été chercher ces qualités clinimétriques parce que c'était ça qui m'intéressait pour l'infographie. Et c'est pour le podcast que finalement, je suis remonté aux origines et que je suis retombé sur l'article Assessing Disability and Change on Individual Patients, a Report of a Patient-Specific Measure de Stratford 1995. Et C'est ensuite, si ancien que ça. Et oui. et cette échelle, sa validité, elle a été étudiée? Du coup, depuis 1995, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dessus. Donc, j'ai trouvé une étude qui s'appelle The Patient Specific Functional Scale Psychometrics, Clinimetrics and Application as a Clinical Outcome Measure. Kowalczuk, je crois, Jennings et Richardson. J'ai trouvé une revue systématique des échelles pour les douleurs cervicales de Pietrobon et Cueto et une revue de littérature sur les Individual Outcome Measures de Donnelly. Et donc tout ça, ça disait quoi à propos de la PSFS? Et donc, en fait, du coup, ils ont passé en revue l'utilité et la validité de la PSFS dans tout un tas de pathologies. Et donc, en fait, on voit que dans un certain nombre de problèmes, les problèmes de genoux, les lombalgies aiguës, les lombalgies chroniques, les radiculopathies cervicales, les cervicalgies, les épicondylites chroniques, le canal carpien, c'est au minimum sensible au changement, c'est généralement fiable et c'est souvent valide. Pour toutes ces pathologies-là que tu viens de citer. C'est ça. Et puis, on va retrouver ensuite que c'est utilisé éventuellement en cardio-respi, en neuro, pour les douleurs de la colonne thoracique, pour des problèmes du membre supérieur, mais que dans ces cas-là, pour le coup, l'évaluation de la validité, fiabilité ou sensibilité de cette échelle n'a pas été faite. D'accord. Il y a des cas pour lesquels elle n'est pas validée du tout? Ou c'est juste qu'elle n'est pas évaluée? Écoute, j'ai pas cherché ça spécifiquement. Il me semble que dans l'une des revues de littérature, ils disent qu'ils sont tombés sur une étude qui contredisait un peu les autres et qui disait qu'elle n'était pas folle. D'accord. Mais ça reste visiblement une exception par rapport au corpus de littérature qui est produit sur cette échelle. Et quand tu dis fiable et valide, elle est comparée au questionnaire couramment employé pour chacune de ces pathologies, le DASH pour l'épaule, l'EFL pour les lombaires, par exemple. Alors, du coup, dans l'étude Princeps, elle est comparée au MACTAR. C'est un monstre de Star Wars, c'est ça? Même pas. J'ai un trou sur le truc, c'est une échelle canadienne de la fonction qui a l'air d'être utilisée par les ergothérapeutes, surtout si j'ai bonne mémoire. Mais du coup, dans cette étude, ils l'ont comparé au questionnaire de Roland Morris. Et après, il y a des études de comparaison qui ont été faites avec le Neck Disability Index pour les cervicales ou avec l'échelle de qualité de vie en 36 questions, la SF36. D'accord. Et qui trouvent donc en fait une bonne corrélation entre les résultats de la PSFS et ceux de ces échelles qui sont quand même beaucoup plus complexes et longues surtout. Elles avaient aussi l'inconvénient, ces échelles, de ne pas être adaptées. C'est ce qui donne, par exemple, je crois, comme défaut du Roland Morris, c'est que si on fait un Roland Morris à un sportif de haut niveau qui vient pour une gêne dans son sport, mais qui apparaît mettons, au 40e kilomètre d'ultra trail, on va avoir un résultat qui va être très peu pertinent pour le suivre, alors que finalement, la PSFS, elle va rester adaptée pour lui, pour son sport. S'il a l'habitude de courir 80 km et que là, il coince à 40, ben, il va avoir un score qui sera probablement proche de 5 sur 10 dans sa fonction course, et ça va beaucoup plus nous renseigner. Et puis finalement, c'est une échelle qui se fait très vite, comparée au questionnaire. C'est ça. Moi, je me suis chronométré avec des patients par curiosité. Et en moyenne, j'ai mes réponses en 2 à 5 minutes. D'accord. L'autre avantage qu'elle a, c'est ce que tu dis, Ben, c'est qu'elle est pertinente. Oui,
C'est ça. En fait, du coup, la sensibilité, ça veut dire que on sait globalement que pour la plupart des pathologies pour lesquelles on va avoir l'idée de l'utiliser, si elle change, c'est que l'état de notre patient change. Donc, si le score augmente, c'est que notre patient s'améliore. Si le score diminue, c'est qu'on fait fausse route. La fiabilité, ça veut dire qu'on va réussir à avoir des résultats un petit peu comparables d'un examinateur à l'autre. Et la validité, donc c'est là où on a le moins d'études qui nous montrent qu'elle est adaptée. La validité, c'est montrer que ça mesure bien ce que c'est censé mesurer. Si vous avez regardé l'excellente vidéo de Juliette Ferry-Danieni sur l'empathie en médecine, elle commence par dire qu'un des soucis qu'il y a dans les études sur l'empathie en médecine, c'est qu'on utilise une échelle dans laquelle il y a une question qui est en situation d'urgence, est-ce que vous paniquez? Et globalement, si on répond oui, c'est qu'on a pas mal d'empathie. Si on répond non, c'est des mauvais points pour l'empathie. Or, des étudiants en médecine, indépendamment de leur empathie, on ne va pas s'attendre à ce qu'en fin de cursus, ils paniquent quand ils sont confrontés à une situation d'urgence. Et donc, ce n'est pas vraiment un questionnaire valide pour étudier cette population-là. Notre PSFS, on sait qu'elle est valide pour les douleurs de genoux, pour les lombalgies aiguës, pour les radiculopathies cervicales, pour les cervicalgies. Pour les autres, on est nettement moins renseigné. C'est donc une échelle non seulement sur laquelle il y a de la littérature, qui a l'air de dire qu'elle est sensible et valide, et en plus qui est hyper facile à faire et qui s'intéresse vraiment à ce qui est important pour les patients. Ça revient un peu à ce qu'on a vu dans la formation ACT, le fait que l'intérêt de notre profession et de notre travail, c'est pas juste de faire en sorte que les gens n'aient pas mal, mais c'est de les ramener vers quelque chose qui a du sens pour eux et qui est important pour eux, et passer le premier moment où un peu gênant, où le patient se demande pourquoi on lui pose ce type de questions, eh ben, on peut assez facilement lui l'orienter vers ce qui est intéressant pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter, Benjamin, comment toi tu l'utilises et avec qui tu l'utilises dans ta pratique de tous les jours? Donc tu nous as parlé des pathologies pour lesquelles tu l'utilises. C'est quelque chose que tu fais en systématique dans toutes ces pathologies-là? Tu la réévalues régulièrement? Comment ça se passe? Alors globalement, j'utilise avec tous mes patients, je pense, en tout cas tous mes patients qui viennent pour des problématiques de douleur. Généralement, je demande aux patients d'abord de choisir des activités qui sont importantes pour eux. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était plus facile pour eux de noter leur efficacité pour faire l'action décrite de 0% à 100%. Ça a l'air de plus leur parler que des bêtes notes de 0 à 10. Ouais. Donc généralement, après avoir un petit peu écouté leurs plaintes douloureuses, je pars sur ce questionnaire-là. J'ai déjà des petites idées pour les écouter puisque je leur ai déjà demandé quel métier ils faisaient, quels loisirs ils avaient, et je leur ai souvent demandé quelles étaient les activités qui provoquaient ou aggravaient la douleur. Donc je peux leur donner des petites pistes pour les mettre en route. Et donc une fois qu'on a choisi les 5 activités, si je vois qu'il y en a une qui allumait des lumières dans leurs yeux, je leur demande de la définir, leur capacité à faire cette fonction-là de 0 à 100%. Et après, on se sert de ce chiffre-là pour aller évaluer les autres. Vous ne savez pas si vous conduisez à 0 ou à 100%. Finalement, est-ce que conduire, c'est plus difficile que marcher que vous avez évalué à 50%? Si c'est plus difficile, ça va être quelque part entre 0 et 50%. Et ainsi de suite. Pour ce qui est de la réévaluation, je le fais pas de façon systématique parce que je ne suis pas assez organisé à mon goût. Je vais le faire régulièrement, soit quand j'ai l'impression qu'on a bien avancé, soit quand les patients me disent j'ai l'impression que mon problème ne change pas. Et là, donc, on reprend leur échelle et on la refait. J'ai découvert en préparant donc, ce podcast et en relisant l'étude Princeps qu'en théorie, on est censé leur redonner le score qu'ils avaient mis la première fois. Moi, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas leur rappeler ce qu'ils avaient mis pour qu'ils puissent mettre moins bien quand ils se sentent moins bien, mais il semblerait qu'il y ait une meilleure reproductibilité quand on le fait. Donc, depuis, j'ai changé. Je leur redonne le score par activité. Je leur dis la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'émettiez que vous étiez à 20% de votre capacité de marche. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? D'accord. Et la reproductibilité est meilleure justement comme quand tu leur dis avant? A priori, c'est meilleur quand tu leur redonnes leur score précédent. D'accord. Oui, parce que j'aurais eu le même réflexe que toi. Je sais pas, toi, Vincent? Oui, pareil. La littérature est là pour nous donner des grands coups de marteau sur nos biais.
C'est ça, j'allais dire, j'aurais eu un peu le même biais qu'avec l'échelle visuelle analogique pour la douleur et où finalement les patients ont tendance à calculer par rapport à ce qu'ils ont dit la dernière fois, à ce qu'ils ont envie qu'on comprenne, à quel point ils ont envie qu'on pense à leur douleur. Et du coup, j'aurais calqué la même chose sur la PSFS. Là, c'est pas le cas. Non, c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant avec la PSFS par rapport aux autres questionnaires, c'est que les autres questionnaires sont normalement développés pour permettre d'inclure des patients dans des études où on va essayer de catégoriser certains types de patients. Ça va être les patients qui ont des douleurs de genoux très invalidantes, ça va être des patients qui ont des douleurs lombaires très invalidantes. Et en fait, ces questionnaires sont en fait des systèmes de classification. Là, la PSFS, on a vraiment un outil qui est adapté au patient par rapport à ce qui est important pour lui, ce qu'il veut faire ou ce qu'il aimerait pouvoir faire. Et du coup, on est sur un outil qui est beaucoup plus utilisable en pratique courante qu'un questionnaire qui peut comporter un nombre de questions relativement important. Je pense au questionnaire COS pour le genou, qui est quand même assez interminable. Et même un inventaire de sensibilisation centrale ou un SF36, ça demande quand même pas mal de temps aux patients. Et ça demande un peu d'introspection, ça demande un peu de réflexion. Et puis, je suis d'accord avec toi et je rajouterais aussi que, alors peut-être que j'en connais pas, moi c'est l'une des premières échelles que j'arrive à faire sans support papier ou numérique, peu importe, mais où j'ai pas, comment dire, j'ai pas à présenter un questionnaire au patient qui remplirait. Ouais. Là, c'est quelque chose qui peut rentrer dans... Ça peut passer pour de la conversation d'interrogatoire finalement. J'ai tout à fait, même si tu ne demandes pas toujours à tes patients de chiffrer ce qu'ils font dans l'interrogatoire, mais c'est un truc qui peut se faire sur un coin de table sans difficulté. Il y a un petit truc que tu disais, Marie, tout à l'heure, c'est que ça te faisait penser à l'acte. Et moi, je vais te dire que ça me fait penser à l'acte par un autre point. C'est que du coup, il semblerait que plus la douleur du patient est importante, plus le score global de la PSFS est bas. Oui. Et donc, moins la douleur est importante, plus le score global de la PSFS est haut. Mais à aucun moment, en fait, on est obligé de demander au patient la douleur qu'il a quand on réalise cette échelle. Et donc, on va avoir l'information sans avoir amené l'attention du patient sur la douleur, sans avoir ramené la douleur au centre du problème. Et quand on a un doute justement sur est-ce que mon patient a moins mal, on peut lui refaire une PSFS sans avoir à lui poser la question et à lui faire une introspection et à aller le pousser à se souvenir de toutes les fois ces derniers temps où il a eu mal et finalement se concentrer sur la douleur, le négatif et le problème, au lieu de se concentrer sur les solutions et les améliorations. Ah bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On voulait vous parler un petit peu parce que Vincent et moi, ça fait aussi un petit moment qu'on l'utilise, cette échelle. Vincent probablement depuis plus longtemps que moi, il y a une histoire d'âge en jeu, n'est-ce pas? Un peu de tendresse. Tout simplement parce que Vincent, tu as Cobus, que je n'ai toujours pas, et tu l'as depuis un long moment, donc j'imagine que la PSFS, tu t'en sers depuis un moment également. Ou Oui, pas tant que ça. ça va faire 2 ans, je pense. D'accord. Moi, ça fait peut-être depuis que l'infographie est parue avec Kinefact et dans les quelques mois qui ont précédé, donc ça doit faire un peu moins d'un an que je l'utilise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Benjamin. Ce que je trouve intéressant avec cette échelle, c'est que dans mon interrogatoire, je parle beaucoup moins de douleur parce que j'en éprouve moins le besoin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus parlant pour moi d'utiliser la PSFS avec un chiffrage sur 5 activités et une moyenne, que de demander, par rapport à la population qu'on rencontre généralement, l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique de 0 à 10, à combien vous avez mal. Mais en fait, finalement, alors d'abord, les gens, ils sont hyper habitués à celle-ci. Ça leur parle pas du tout. Soit ils te notent par habitude, soit ils te lèvent les yeux au ciel et ils disent mais enfin, on peut pas noter une douleur. Alors, moi, j'ai plutôt des gens qui vont dire, mais c'est jamais pareil. Oui aussi. Et j'ai jamais pris l'habitude de demander en début de consultation à combien est la douleur, parce que à combien elle est maintenant, ce matin, hier, ces 3 derniers jours. C'est déjà tellement difficile de réussir à amener la conversation autour de la question du est-ce qu'il y a des choses qui améliorent votre douleur? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez moins mal? Et du coup, finalement, le chiffre, il est... J'ai eu ça juste après la formation Mackenzie où il demandait en fait dans le bilan en moyenne à combien vous évaluez votre douleur moyenne, douleur maximale et douleur minimale. Là, c'était déjà un petit peu plus nuancé. Mais finalement... C'est long et c'est galère de faire ces 3 EVA différentes. Au final, tu choisis des moments alors que c'est peut-être
d'autres moments de la journée qui sont plus intéressants. Est-ce que la douleur est intéressante lors de l'activité? Est-ce qu'elle est intéressante lors du repos? Est-ce qu'elle est C'est ça. pertinente? Et il y a peut-être aussi une perturbation qu'on connaît tous quand on arrive chez un professionnel de santé. On a plein de gens qui disent ça, ouais, j'ai oublié de lui parler de ci ou de ça. Et je pense que dans l'échange, nous, on est à l'aise parce que c'est notre métier, mais dans le moment d'échange et d'interrogatoire, il y a une pression probablement et il faut que je dise ça, il faut que je pense à dire ci, et qui fait que potentiellement, on va leur demander de réfléchir sur quelque chose et à ce moment-là, ils vont peut-être pas avoir la capacité à le faire et en plus à noter. Alors que pour le coup, la PSFS, autant les patients avec qui j'ai pu la faire, ils ont du mal à trouver 5 activités, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Autant par contre, j'ai jamais eu de difficulté à leur demander un pourcentage. Non, moi, je te dirais toujours. Et puis, juste la semaine dernière, où il y a 15 jours, j'ai une patiente chez qui, au bout de, je pense, 5 minutes, j'ai abandonné l'idée de réussir à lui faire noter la seule activité qu'elle avait trouvée. Ah. Je vois ce que tu veux dire. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Pour toi aussi, Vincent, c'est plus pertinent que l'évaluation à proprement parler de la douleur? L'évaluation de l'intensité de la douleur, c'est rarement quelque chose de pertinent. Enfin, je trouve, ça va souvent être des douleurs relativement intermédiaires ou alors très fortes. Et dans ces cas-là, la prise en charge va différer parce que si elle est très importante, peut-être qu'il y a une autre prise en charge à mettre en place que de la kinésithérapie à ce moment-là. Et ça me permet aussi de travailler avec le patient pour qu'il se concentre plus sur la qualité de cette douleur, sur ses caractéristiques, plutôt que son intensité qui finalement est variable. Alors que quand un patient dit qu'il ressent des douleurs électriques dans sa jambe, elles sont électriques, qu'elles soient à 3 sur 10 ou à 7 sur 10. Ouais. Et la qualité de la douleur apporte quand même beaucoup plus d'informations en termes de diagnostic. On se souvient tous du patient qui a une tête humérale qui, à la radio, ressemble à une truffe et qui vous dit qu'il a des difficultés en fin d'élévation du bras. Donc pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, c'est beaucoup d'arthrose au niveau du haut du bras qui, à la radio, pourrait nous faire croire que le patient ne peut pas bouger, alors qu'effectivement, le patient bouge très bien et qu'il est juste un peu gêné en fin d'amplitude et que c'est peut-être même pas l'arthrose à ce moment-là qui l'embête. Le patient s'était vachement bien amélioré et je pense que son arthrose, elle est toujours là. Je trouve que c'est vachement bien aussi pour tous les patients douloureux chroniques qui n'ont pas l'air d'avoir si mal pour nous vu de l'extérieur. Alors c'est toujours facile de juger, hein, mais ils sourient, ils marchent, ils emmènent les enfants à l'école, ils vont à leur travail et quand on leur demande leur EVA, ils nous disent un 10 sur 10 assez spontané ou un 9 sur 10 assez spontané. Et je sais que quand j'étais jeune kiné, tout juste sorti de l'école, je me disais oui bon ils disent 10 mais il n'a pas une tête de 10, lui il a une tête de 2 ou 3. Hein. C'est un énorme biais Oui, non, mais dans le soin. et justement là finalement, bah je trouve que ça met bien en valeur le problème, c'est-à-dire que c'est peut-être pas l'intensité de la douleur qui les pèse tant et qui leur fait mettre un 10, c'est tout ce que ça les empêche de faire ou tout ce qu'en tout cas ça les empêche de faire comme ils faisaient avant et c'est justement l'information que donne la PSFS. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'ajouterais, moi, j'y ai vu potentiellement un intérêt médico-légal. Moi, j'ai reçu un patient après un accident et en fait, globalement, vu tout ce qui s'était passé, on pouvait imaginer que tout était derrière lui. C'est-à-dire qu'il avait pu recommencer à marcher, il était sorti de réanimation, il n'était pas mort. Et donc, comme il y avait là un questionnement juridique, on aurait pu s'arrêter à, comme tu disais, cette histoire de douleur. Bon, il a pas l'air d'avoir si mal. Et en fait, avec une PSFS, avec 5 activités, on arrivait à une moyenne de 25%, même pas. Parce qu'en fait, les activités principales de sa vie de tous les jours, à savoir ses loisirs et son sport, et finalement, moi, dans la démarche de dire, ben voilà, s'il y a des questions et des comptes rendus qui sont exigés par l'assurance et qu'on peut y répondre ensemble, et ben moi, j'aurais pu avoir tendance à dire qu'il n'était pas si mal. Et alors que là, j'ai un score qui est validé et qui montre que malgré tout, même s'il a l'air d'avoir repris des activités, il va pas aussi bien que ce qu'on pourrait imaginer. En termes d'assurance, je pense que c'est important de pouvoir mettre en avant que oui, le plus gros des séquelles sont derrière lui, mais que par contre, lui, pour ce qui fait son quotidien, qui il est, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire, et ben non, tout n'est pas récupéré. Au-delà de ce cas-là particulier, moi, la PSFS, elle m'aide justement à sortir de ce biais-là, comme tu dis, et à pas juger à l'empatrie
l'emporte-pièce de comment va vraiment le patient ou non, mais d'aller voir sur ce qui est important pour lui. Et parfois, malheureusement, il y a des choses qui sont importantes pour lui qu'il peut pas faire du tout. Et donc un 0 qui baisse vachement le score et où tu dis ouais, là on a du chemin à faire ensemble. C'est vrai que cet aspect médico-légal, il est intéressant, je pense. Tu l'avais Après, je ne sais pas. pas du tout comment sont réalisées les expertises. Je pense qu'elles sont très centrées sur l'intensité des douleurs, sur Voilà. une évaluation d'incapacité, même si je suis pas sûr que l'incapacité soit définie en fonction de ce que les patients peuvent faire par rapport à des activités importantes pour eux, mais plutôt par rapport à un travail uniquement. Ça, il y a de grandes chances. Tu vois, un patient, typiquement un patient retraité, si on juge pas par rapport au travail et que on juge à sa capacité à faire sa toilette, à s'habiller, à manger, à dormir et éventuellement à marcher un peu, il risque officiellement de pas avoir de séquelles ou alors un peu par rapport à l'intensité de sa douleur, mais on mettra pas en avant le fait qu'il y a plein d'activités qu'il aimait et qui étaient importantes qu'il ne peut pas faire. Mais inversement, la PSFS peut être favorable dans le sens où, malgré des douleurs qui demeurent importantes, le patient arrive malgré tout à réaliser des activités et à le faire assez proche de ce qu'il aurait fait avant. Elles sont juste beaucoup plus douloureuses qu'elles ne l'étaient. Elle met vraiment en avant l'activité malgré la douleur et les objectifs du patient. Et les sortir de ce fameux je ne veux plus avoir mal, mais plutôt d'aller carrément dans qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire? C'était dans Actes, je crois, quand il disait si j'avais une baguette magique et que vous pourriez refaire quelque chose d'important, vous choisiriez quoi? Et sans choisir ne plus avoir mal, bien sûr. C'est aussi une formule qui a été employée par Wim Dankert dans la formation cognitive Functional Therapy, où il demandait à la patiente qu'est-ce qu'elle aimerait faire si d'aventure on arrivait à lui enlever toute douleur. Au final, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, on rebondit sur ce qu'a notamment dit Greg Lehman à Toulouse, c'est de demander aux patients qu'est-ce qui est important vraiment pour eux. Et s'ils ont arrêté une activité à cause de ce qui leur arrive aujourd'hui et est-ce qu'ils aimeraient la reprendre plus tard. Absolument. Moi, je trouve que ça permet aussi d'ouvrir sur d'autres champs parce que parfois, dans ces activités qui sont perturbées, ce qui les empêche de le faire, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas toujours la douleur. Parfois, c'est l'environnement, la famille, le lieu où ils vivent. Moi, j'ai eu le cas plusieurs fois. Parfois, c'est une angoisse, un traumatisme qui les empêche de recommencer. Parce que j'ai peur de la douleur ou parce que j'ai peur de ce qui s'est passé la dernière fois que je l'ai fait. Et du coup, ça peut permettre, nous, d'orienter aussi vers un suivi. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin généraliste? Est-ce que vous voulez que je lui en parle? Est-ce que vous avez du soutien par rapport à ça? De manière à ce que on puisse les réorienter éventuellement vers un soutien psychologique quand c'est nécessaire ou si eux finalement arrivent via le biais de cette échelle à en exprimer le besoin. Moi je leur dis, je peux vous aider pour la peur, je peux vous aider à vous sentir plus solide, je peux vous aider, mais la crise de panique, je peux pas vous aider. En tout cas, merci Benjamin d'être venu nous parler de cette échelle qu'on trouve très, très intéressante et très pertinente dans notre pratique clinique. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure, Benjamin? La PSFS, c'est bien, faites-en. Merci Ben pour ta contribution. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette échelle. Est-ce que vous l'employez déjà? Quels sont les avantages que vous voyez à l'utiliser et les difficultés que vous avez pu rencontrer lorsque vous vous en servez? Alors, on vous mettra toutes les références sur le blog. N'hésitez pas à essayer. On serait curieux d'avoir votre retour sur ce que vous pensez de cette échelle et à quel point vous la trouvez intéressante pour aider le patient à revenir vers lui. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.